Bon, bonjour tout le monde. Il est 11 heures, on va débuter. Alors, merci tout le monde. Bonjour, je m'appelle Véronique Duguay, conseillère en transformation et gestion de changement chez Agenda. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur ce Restons connectés sur l'agilité organisationnelle. Pour nos habitués, vous constatez évidemment que je remplace Véronique Morin. Ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Elle sera de retour la semaine prochaine avec nous et avec vous en tant que conférencière. Et comme j'ai le même nom, on s'est dit que ça allait passer de façon un peu transparente aujourd'hui. On ne peut pas se passer d'une Véro. Même objectif. On ne peut pas se passer d'une Véro, hein, c'est ça. Donc, on poursuit toujours le même objectif, celui de vous partager notre expertise en regard du contexte un peu changeant de ces derniers temps. Dans cette série de 6 rencontres sur le thème de s'équiper pour une nouvelle réalité, ce 4e webinaire vise à s'organiser pour mieux réussir en approfondissant l'agilité organisationnelle. L'agilité, c'est un terme un peu parfois galvaudé. Des fois, ça veut dire un peu tout et son contraire. Donc, on s'est donné le défi aujourd'hui d'essayer de venir démystifier le tout avec ça, avec vous. Donc, je vous rappelle un peu la formule. On a une diapositive un peu plus loin qui rappelle la différentes formules pour nos habitués. Donc, on commence par un volet présentation à laquelle on intègre des sondages et des questions. On vise le dialogue avec vous. Donc, on vous invite vraiment à utiliser l'espace questions et réponses au bas de votre écran. On aime ça vous lire et on garde vos commentaires. Ça nous inspire pour les prochains Restons connectés qu'on organise. Donc, vos micros et caméras sont désactivés pour une meilleure expérience utilisateur. Donc, je vais commencer par vous présenter notre duo d'experts aujourd'hui. Donc, je vous présente Nathalie Carey. Bonjour, Nathalie. Bonjour tout le monde. Bonjour, Véro. Processus. Salut. Donc, les leaders de la pratique processus et performance, Nathalie et son équipe se spécialisent en optimisation des entreprises et de leurs processus, en agilité organisationnelle, bien évidemment, en gouvernance et conformité selon les normes ISO. Bref, tout pour atteindre l'excellence opérationnelle. Et Ghislain, que vous avez déjà croisé dans d'autres webinaires, Ghislain, notre expert et conseiller et formateur sur les pratiques collaboratives et les stratégies entourant l'efficacité des équipes de travail. Il est aussi le Bonjour, Ghislain. Oui. Ça va être le fun de se reprendre une autre fois, encore une fois, avec un autre webinaire. Exactement. Tu es rendu à ton combienième à peu près, Ghislain? Au 4e. Ton 4e. Donc, tu es aussi un spécialiste des outils utilisateurs cloud et plus précisément tout ce qui entoure Office 365 et Teams. Et dans l'agilité, on le voit bien qu'actuellement, ça aide d'être sur ces outils-là. Effectivement. Donc, si on se concentre sur nos objectifs du jour, je vous invite dans le fond à la diapo suivante pour être capable de voir. L'objectif, c'est vraiment de comprendre ce qu'est l'agilité organisationnelle et de déterminer les principales clés qui favorisent l'agilité dans l'organisation. Donc, avant qu'on débute avec nos conférenciers, j'aimerais ça déjà vous lancer une première question, cher auditoire. Dans le questions et réponses, si vous êtes capable de décrire en un seul mot ce qui vous vient en tête dans votre compréhension actuelle de l'agilité organisationnelle. Donc, quand vous entendez ce mot-là, qu'est-ce qui vous vient en tête du premier abord, juste en un seul mot? Vous allez le déposer dans le questions et réponses pendant que vous écrivez. Nathalie, je te laisse commencer. Merci, Véro. En fait, on sait tous là, que l'environnement est instable. Hein? Pour toutes les entreprises, la réalité qu'on vit aujourd'hui, c'est pas celle qu'on vivait il y a 3 mois hein, avec la COVID et tout ça. Forcément, ça ne sera pas la même que celle qu'on va vivre demain non plus. On parle souvent là, de l'expression VICA, là, volatile, incertain, complexe, ambigu. Dans le fond, il faut réaliser que le changement, c'est plus quelque chose qui est juste défini dans le temps. C'est quelque chose qui est un mode de vie, c'est constant, ça arrive tout le temps. Puis là, l'organisation qui ne démontrera pas de l'agilité dans ses façons de faire et tout ça ne pourra pas survivre à son environnement qui, lui, est tout le temps changeant. Ne pourra pas croître non plus dans cette nouvelle ambiguïté-là. Donc, les clients vont se tourner vers ceux qui vont s'être adaptés à l'environnement changeant, à l'écosystème, disons. Donc, pour faire une petite histoire courte, là, dans le fond,
dans les années 90, l'agilité s'était décrit comme étant vraiment des entreprises manufacturières qui s'adaptaient aux besoins des clients. Donc, un besoin changeant du client, adaptation, oh, on est agile, ça va bien. Dans les années 2000, ben là, on a commencé à intégrer plus de concepts. Donc, des concepts d'anticipation, des concepts d'adaptation aux conditions changeantes, hein, les relations interdépendantes aussi qui deviennent super complexes. Comment gérer tout ça, c'est difficile. En 2001, on a vu arriver le manifeste agile et ça l'a amené une nouvelle façon, ça a influencé la définition de l'agilité. Cependant, en 2001, ben là, on se limitait plus, je dirais, au développement de logiciels, tu sais, de faire des petits incréments, faire accepter ça par le client, produire avec des équipes auto-gérées, auto-générées, si on veut, et puis faire des sprints, des scrums et tout ça. Tous des beaux principes qui appartiennent autant au manifeste agile qu'au fervent du Lean. Là. Ce sont tous des beaux principes qui viennent des grands penseurs qui depuis des années, là, qui amènent ça, ces notions-là. En 2020, par contre, qu'est-ce que ça veut dire, l'agilité organisationnelle? Ben, je dirais que ça doit être vu comme un ensemble. Hein? Il faut que ça soit un tout qui influence les décisions d'une organisation, sa structure, son mode de fonctionnement. Donc, c'est vraiment beaucoup plus global maintenant. C'est pas juste un logiciel qui se déploie et tout ça. Effectivement. Qu'est-ce que tu en dis, Ghislain, toi? Oui. Nathalie, justement, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, souvent, on va se dire qu'on est une entreprise agile où on vit dans l'agilité et puis on va réaliser que dans le fond, on n'a pas les bons réflexes. Par exemple, la direction, elle va dire « OK, parfait, allez-y en mode agile », mais elle va se mêler à toutes les décisions, les petites décisions. Nos gestionnaires vont être plus en mode on parle, on discute, mais ils n'écoutent pas vraiment. On remet beaucoup en question ce qui se passe. Et il y a aussi les demandes qui deviennent prioritaires. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on dit oui, faites-le, mais on remet en question au fil du temps, ce qui veut dire que les gens, ça enlève beaucoup de confiance et de crédibilité dans le processus. Fait que les gens débarquent un peu, perdent la motivation, perdent l'enthousiasme et ce qui fait qu'en fait, on n'est pas capable d'aller beaucoup plus loin. Dites-moi si mon son est saccadé. Je pense que j'ai eu un petit bug. Ça va bien de votre côté? On t'entend. Moi, je t'entends bien. Ça griche un petit peu, mais on t'entend. OK, c'est bon. On poursuit. Véronique, as-tu déjà reçu des réponses dans le... Je m'excuse. Alors, Véro... Oui, ce serait le fun. Oui, en fait, je continue. On a eu différentes questions. Le chat dit que les gens, tout va bien. Donc, c'est que tout va bien. Donc, on t'entend très bien. On a des problèmes de connexion ce matin. Donc, oui, dans le chat, ce qui est sorti, plusieurs réponses. C'est vraiment l'adaptabilité, la flexibilité, l'ouverture d'esprit, la polyvalence, l'efficacité. Donc, on est vraiment là avec un auditoire qui est dans le bon ton. Je vous laisse continuer. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Oui. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble, hein, Ghislain, si on va à la prochaine, on va regarder l'agilité. Hein? Ça va être au rendez-vous quand l'organisation va être apprenante. Hein? Quand l'organisation va posséder une mentalité agile. Donc, on va parler de ça. Quand l'organisation possède une structure agile, donc on voit là, qu'on n'est plus juste dans le processus de livraison, quand les leaders vont adopter un rôle agile, puis aussi quand on va se doter de processus optimisés et agiles, bien entendu. On va les regarder un par un. Donc, si on atteint ces 5 leviers-là, je dirais on va avoir une organisation qui peut réagir et décider rapidement. Et donc, on va avoir élevé son niveau d'agilité organisationnelle. On pourrait dire ça comme ça. Si on passe au premier, ben l'organisation est apprenante. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est une organisation qui est en mesure de tirer avantage de ses apprentissages. Donc, on va pouvoir les mettre en pratique rapidement. Et on va être en mesure de s'adapter constamment à son écosystème. Hein. On a des écosystèmes à l'interne autant qu'à l'externe avec nos clients.
ça va apporter du développement durable pour l'organisation, même dans un environnement imprévisible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut procéder à un système pour récolter des suggestions d'amélioration des employés. Comment les évaluer, les mettre de l'avant rapidement. Les employés connaissent toutes les choses qui doivent être améliorées sur le plancher, tandis que souvent, on peut penser, il y a des études qui ont été faites, 4% des problèmes sont connus dans les têtes d'organisation. Donc, on peut se fier sur nos employés. Il faut susciter aussi de la rétroaction de ces employés-là. Donc, la communication rapide, intègre, transparente et tout ça. On peut s'appuyer sur eux aussi parce qu'ils sont toujours en amélioration continue. Donc, ils sont proches du client, ils sont collés dessus. Donc, ils sont capables d'apprendre, se revirer rapidement pour pouvoir bien gérer l'offre qu'ils vont donner aux clients, même dans un environnement changeant. Oui, puis ce que je trouve Ghislain, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui, Nathalie. Pour moi, mon son n'est pas bon parce que j'avais commencé à intervenir, je m'excuse. Je vais essayer de parler plus fort pour que tu puisses entendre quand j'arrive. Donc, Nathalie, oui, ce que je disais, c'est que ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que l'organisation doit se positionner pour vouloir apprendre, mais apprendre, c'est une chose, mais il faut aussi bâtir sur ce qu'on apprend. Donc, il faut se donner les moyens de créer notre mémoire organisationnelle par de la documentation des savoirs, donner des zones, des instructions, une méthodologie de base, pas trop stricte, mais qui va permettre au moins de s'ajuster. Puis, offrir aussi un environnement pour que cette équipe-là puisse évoluer, apprendre les uns des autres, créer cette intelligence collective-là. On va la documenter. Fait comme ça, si l'équipe grossit, des gens qui partent, qui arrivent dans l'équipe, ben, on ne perd pas tout cet apprentissage-là qu'on a fait. Oui, l'intelligence collective, hein? C'est sûr qu'il faut préserver nos acquis, puis c'est comme tu aimes me dire, des fois, ça devient notre mémoire organisationnelle. C'est tout à fait ça. Donc, il faut utiliser la capacité des compétences qu'on a maintenant, mais il faut être capable de se réorganiser, se recombiner différemment pour que ces compétences-là puissent être mises à profit, à levier. Tu sais, il faut aussi penser des fois à se renouveler. Hein. Les compétences nouvelles, il y en a plusieurs, puis il faut être au goût du jour parce que sinon, on se fait dépasser. Alors ça, c'était pour l'organisation apprenante. Oui, on passe au deuxième. Ghislain, oui, tu nous parles de la mentalité? Oui, bien sûr. Puis en passant, je te suis très bien, Nathalie, il n'y a pas de problème. Fait que j'embarque avec toi. Je réalise qu'il y a peut-être un petit délai là, entre le moment. Oui, c'est ce que je pense aussi. Il y a un petit délai. Les participants nous le notent. Fait que Ghislain, t'es comme un peu lent ce matin. Là. Non, c'est mon. C'est pas grave. On y va. J'ai mon backup. Je me dis, bon, si jamais il se passe de quoi, on va y revenir. Alors là. On était on suit. On parle de la mentalité. Donc, une mentalité dans l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut être mindé, comme on dit en franglais, là, pour être agile. Alors, ça veut dire quoi? C'est d'appliquer les bonnes valeurs. Dans les valeurs qui sont importantes, on va vouloir responsabiliser, rendre les employés imputables dans les équipes, non pas individuellement, mais l'équipe, elle devient imputable, qui va lui permettre de créer cet espace avec la collaboration, un travail qui se développe autour d'une équipe. On le voit beaucoup, peut-être vous le sentez plus avec le télétravail où les équipes, on est forcé de se regrouper de différentes façons. Avant, on avait tendance à rester un petit peu dans ces petites affaires. Donc, on a cette collaboration-là qui va amener vers quoi? Des nouvelles personnes, des nouvelles idées, et l'innovation va embarquer là-dedans. Donc, ça va nous donner du questionnement, des changements, peut-être des nouveaux outils numériques qui nous forcent à apprendre des façons différentes de travailler, qui des fois nous amènent vers une efficacité plus grande et l'innovation, justement. Tolérance à l'erreur, super important. Si je ne me sens pas à l'aise de partager mes idées dans l'équipe et que je suis jugé et que je ne suis pas capable de le faire, je ne pourrai pas aider et contribuer à l'équipe. Donc, c'est important de permettre aux gens de faire des tests, d'avancer, essayer rapidement, on apprend, on corrige, on avance. C'est comme ça qu'on va aller en agilité. Puis, une transparence aussi. Je travaille sur quelque chose, on ouvre, on permet aux autres
de voir ce qu'on fait. On communique au fur et à mesure plutôt que de communiquer trop loin puis de dire hein, tu aurais dû me le dire avant. Donc, ça prend cette transparence-là. C'est important. Ça va donner du sens aussi à ce qu'on fait. Puis en même temps, mais quand vous utilisez des outils, faites attention au niveau des communications, surtout, il y a tellement d'outils. Donc, c'est important de bien utiliser ces environnements, de ne pas se lancer. Un travaille dans le courriel, l'autre dans Teams, l'autre sur LinkedIn, l'autre m'envoie des SMS. Alors, pour faire ça, cette transparence-là doit aussi amener une visibilité qui est importante à l'équipe. Donc, ça fait partie de la mentalité. Nathalie, je pense super, que fait que là, on... Super, merci. Donc, après avoir eu cette belle philosophie, cette mentalité avec ces belles valeurs, puis qu'on est une entreprise apprenante, ben, il faut se donner une structure qui est agile aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la structure agile? Ça prend une structure qui décentralise l'autorité au niveau de la prise de décision et de la planification. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est éliminer la rigidité dans la prise de décision. Si la prise de décision est déléguée à des leaders d'équipe puis à leurs équipes, ça va aller beaucoup plus vite. Oui, puis là-dedans, ce qui est le fun, c'est que souvent l'équipe est plus proche, est plus collée sur le marché, sur le client, puis elle connaît les réalités, donc elle est capable de mieux y répondre directement. Alors, c'est justement là que l'organisation va gagner si elle donne la latitude à l'équipe d'amener ce savoir-là et de prendre les meilleures décisions, bien sûr, dans l'intérêt de l'organisation. Mm-hmm. Tu sais, souvent, Ghislain, on va parler d'une réorganisation en chaîne de valeur. On entend ça souvent. Ou en équipe dédiée aussi, autogérée. Ben là, on la dédie à un produit spécifique, un service spécifique ou un type de clientèle. Ça, c'est quand on veut parler du marché, mais des fois, il y a des projets internes qui sont gérés comme ça. Donc, c'est une équipe qui va s'occuper de l'ensemble des activités qui vont produire de la valeur pour ce marché-là ou ce client-là, là, comme on disait, mais sans égard au silo hiérarchique qui était présent auparavant, donc de façon transversale. Moi, quand on parle de silo, là, ce que je comprends, là, tu veux dire des équipes qui sont formées, mais autour d'une vice-présidence, par exemple, production, marketing, qui font des petits bouts du projet, puis qui ne se parlent pas vraiment. Fait que quand on arrive pour mettre tout ça en bout, on passe à côté parce qu'on ne sait pas vraiment ce que l'autre a fait. Donc, il faut faire attention de défaire ces silos-là, surtout dans un mode d'équipe comme ça. Oui. Ah oui, parce que sinon, une grosse lourdeur. Ben, tu sais, par comparaison, quand on a une équipe dédiée, ben là, ça possède un objectif sur un processus transversal. C'est très, très axé vers la satisfaction client. Ça devient la raison première de leur raison de vivre, là, et ça motive toutes les décisions. Donc, cette équipe-là peut devenir de beaucoup plus efficace et efficiente pour satisfaire le client. Hein. Ils sont vraiment en train de viser pour atteindre ça. Ils sont tous concentrés sur la même chose. L'équipe va couvrir l'ensemble du processus aussi, du début à la fin, là, à partir de la conception jusqu'à la livraison au marché. Fait qu'elle est motivée pour que ce processus-là, qui est transversal, devienne efficace avec des résultats rapidement, tu sais, et bien adapté au marché, bien sûr. Ça. Puis dans cette activité-là, ben, notre équipe aussi va avoir un rôle de suivre le marché, faire une veille, comprendre toutes les facettes et en discuter, donc avec encore cette visibilité-là qu'on parlait tantôt. Donc, pour y arriver, ben, souvent, on va inclure aussi le client. Ça peut être un client interne, ça peut être un client externe. Absolument. Dans la réflexion. Puis, avant de réaliser tout ça, on va faire des petites itérations, on va les valider au fur et à mesure, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus en mode agilité. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que oui, la direction reste là, elle a son rôle de dire c'est quoi qu'on veut faire. Elle nous donne les objectifs, mais après ça, il faut qu'elle délègue l'exécution. Le comment, ça reste dans l'équipe. C'est là sa force. Oui, c'est ça. Puis quand l'équipe peut s'organiser elle-même, tu sais, elle sait planifier, elle sait comment tester, comment avancer rapidement et comment se réajuster rapidement aussi. Donc, on voit ce genre d'intervention-là souvent dans les équipes lean, puis les équipes agiles qui sont autogérées,
c'est vraiment qui sont capables d'autosuffisance, d'auto-amélioration. C'est bien le fun de voir aller ces équipes-là. On voit ça aussi dans les modèles holacratiques. Là, on a mis un petit modèle à l'écran. Vous voyez à gauche, à droite de la page, mais le triangle qui est avec ses silos, puis qui est tout hiérarchique, qui s'en va vers une organisation qui est plus comme cellulaire, on pourrait dire, donc des cercles à l'intérieur de d'autres cercles. Et on peut appartenir à plusieurs cercles. Donc, c'est un peu ça, la vision holacratique. Le résultat d'une équipe autogérée comme ça, qui cherche à s'améliorer tout le temps comme ça, c'est une accélération dans la prise de décision puis dans la vitesse d'exécution. Donc, on peut voir qu'on va éviter la lourdeur d'une hiérarchie qui est lente puis qui empêche d'avancer. Donc, on va avoir gagné en agilité lorsqu'on va avoir une structure plus souple comme ça. Absolument. Là, dans le fond, on a fait le tour des 3 premiers leviers. Et puis, donc, on était intéressé à vous lancer une première question de sondage. On arrive à mi-parcours du webinaire. Et puis, je vais lancer la question. Puis après ça, mes chers collègues, il y a une question du QER que je vais vous lancer. Donc, pour nos participants, la question qu'on veut vous souhaiter, c'est selon vous, quelles sont les autres caractéristiques importantes pour rester dans l'agilité? Vous pouvez en sélectionner plusieurs, c'est choix multiples. Donc, on est intéressé de voir celles que vous en avez nommées au début, mais là, avec ce qu'on dit, lesquelles sont les plus importantes pour vous. Et pendant que les gens répondent au sondage, la question, c'est comment on peut les briser, ces fameux silos-là? C'est vraiment un enjeu qu'on a. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Comment briser les fameux silos? La première chose à faire, c'est de lancer la discussion. La discussion, ça doit se faire avec les tables dirigeants. Pardon? En s'assoyant ensemble. Des fois, les silos, juste des mettre autour d'une table, ça aide. Hein? Oui, lancer la discussion. On peut commencer à faire des projets. Oups, excuse-moi, Ghislain, avec ton délai. Non, j'avais pas su. Il y a un délai en commençant des projets aussi. En commençant des projets. Oui, en commençant des projets avec des équipes autogérées, on peut faire ça en essayant de revoir les processus aussi avec des équipes lean autogérées, puis commencer à faire des implantations qui sont plutôt agiles. Ça va donner le modèle, ça va commencer à baigner dans les esprits des gens, puis ça va amorcer des discussions. Donc, commencer avec des quick wins aussi. Des fois, des petites affaires que les gens vont gagner des succès. Ghislain, as-tu quelque chose à ajouter pour un petit 30 secondes? On va être prêt à donner les réponses du sondage. Veux-tu ajouter quelque chose? Oui, mais rapidement, il ne faut pas avoir peur des fois d'être disruptive, de déranger juste sur des petites affaires. Pas avant de commencer à vouloir tout changer, on va faire des petits gestes, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on commence. Et des fois, ça va se faire juste dans une partie de l'organisation qui va servir de pilote peut-être pour l'implanter ailleurs. Exact. Donc, je vous partage les résultats. Celui qui sort le grand gagnant, c'est vraiment la coopération. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais commencer par Ghislain. Ghislain, qu'est-ce que tu en dis? On va gérer notre lan en premier. Je ne vis que de ça. S'il n'y avait pas de coopération, je n'existerais plus, je serais déçu. Pour moi, effectivement, c'est central. Ça fait partie. C'est peut-être pas l'élément qui va faire la plus grande transformation, mais la coopération, quand on la met en mode collaboratif, quand on travaille là-dedans, c'est incroyable l'impact. Et je vais vous donner une petite statistique tantôt qui est vraiment excellente, puis qui va vous faire réagir là-dessus, qui va un petit peu dans le sens de ce que les gens ont dit. Parfait. Puis on va poursuivre tout de suite pour être sûr d'avoir le temps de faire vraiment le tour des 5 leviers. Donc, Nathalie, je t'invite à poursuivre sur peux-tu parler maintenant du rôle clé des leaders? Bien, justement, ça va être de créer de la collaboration puis de la coopération. Hein? On a de la suite dans les idées. Ça fait qu'un leader qui est agile va être responsable des résultats de la mission qui lui est confiée. Mais les résultats, ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi un rôle d'installer un mode de gestion qui va favoriser la responsabilisation des individus. Il faut qu'il puisse faciliter puis accompagner les membres de son équipe pour les garder activement engagés.
Donc, il va devoir se créer une zone où les gens se sentent en confiance, faire preuve d'ouverture au changement. Le changement, ça peut choquer parfois, surtout quand c'est pas une idée qui venait de nous en tant que leader. Des fois, ça peut déranger. Donc, ça prend pas une dose d'humilité aussi pour pouvoir accepter les idées qui pourraient surpasser les siennes. Des fois, c'est tout là que fait la belle richesse de l'équipe. Donc, s'ils peuvent s'exprimer librement, sans jugement, là, puis on voit tout comme un apprentissage. C'est ça, le leader, il faut qu'il voit que des fois, on dit je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite, mais non, il faut laisser l'apprentissage se faire. Des fois, c'est essai-erreur. Il faut bâtir l'intelligence collective. Ça va devenir, cette intelligence-là va être de plus en plus riche si le leader a ce qu'il faut pour être agile dans son équipe. Puis, dans le fond, je pense qu'avec le télétravail qu'on vit tout le monde dans les 2 derniers mois, il faut absolument, j'imagine qu'on ne peut plus gérer en étant derrière nos gens. Il faut gérer par résultat, il faut la responsabilisation. Tout ce que tu dis s'appuie énormément dans le contexte qu'on a en ce moment. Ah oui, puis il faut rajouter qu'il faut faire confiance. Hein? Si on a une équipe qui est motivée, qui est imputable, qui se sent bien, qui se sent écoutée, on est plus capable, puis qui est bien orienté vers ses objectifs, on est plus capable de faire confiance puis de lâcher un peu la micro-gestion. Parfait. Ghislain, je te laisse poursuivre pour qu'on ait un petit souci de temps d'être sûr de faire le tour. Oui, bien, vite. Là, on parle de leader, il faut que le leader change sa façon d'être. Il ne faut pas être condescendant, parental, puis gérer ses employés à la pièce. C'est de donner les grandes règles, puis favoriser l'espace, justement, pour que les gens prennent place. Parfait. C'est bon. Mais dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on essaie d'éliminer les relations hiérarchiques puis donner naissance à des relations collaboratives. Donc, la coopération, la collaboration, c'est tout là qu'on s'en va qui va faire ça. Puis, je pense que pendant qu'on change on a une question dans le chat qui est intéressante quand on parle des leaders. Comment est-ce qu'on gère la surcharge mentale des leaders à suivre de front plusieurs projets et micro-équipes en mode cellulaire? Je vous vois hocher de la tête, là, vous en avez accompagné des leaders. Avez-vous rapidement un petit conseil? Si tu te permets, Nathalie. Vas-y, Ghislain. Oui, juste, je lisais récemment un article super intéressant où on parle faut faire attention, nos vedettes, de les mettre dans toutes les équipes puis de les épuiser. Alors, c'est un des problèmes qu'on vit actuellement, c'est qu'on est encore en mode j'ai mes dirigeants, fait que je vais les mettre dans les équipes, fait que je crée les équipes, mais dans le fond, ce que je viens de faire, c'est de prendre le rôle que j'avais en mode hiérarchique, puis je l'ai dispersé dans les équipes. C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut laisser la place, des fois, à de nouveaux leaders de se positionner là-dedans. Il y en a qui sont confortables là-dedans. Okay. Et comme on est dans une organisation apprenante, il faut apprendre à devenir leader aussi. Parfois, ce n'est pas toujours leader d'une équipe hiérarchique. Ça peut être leader d'un petit projet. On commence, puis on bâtit l'intelligence collective. Il faut vraiment faire ça. Parfait. Fait qu'on tourne dans le 5e levier. Parfait. Donc, le 5e levier, c'est l'agilité dans nos processus. Fait qu'un processus qui va être allégé, donc lean, qui va avoir beaucoup d'efficience et puis qui va être implanté avec des petits bouts de façon incrémentielle et puis qui va s'adapter à la réalité changeante. C'est ça qui va faire qu'on va avoir dans notre processus. Ouais. Ça veut dire, en fait, un processus sans gaspillage. Là, on va essayer d'éviter les pertes de temps. On va enlever les délais, des longs chemins de décision, des systèmes qui sont un peu lourds, des gros inventaires qui bourrent le système, toutes des choses qui n'amènent pas vraiment de valeur. C'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de les alléger, justement. Oui, quand on enlève tous ces gaspillages-là, notre processus augmente en maturité. Fait que là, s'il est documenté, allégé, standardisé et optimisé, puis même automatisé le plus possible, on se retrouve avec des processus qui sont puissants. Puis les processus, il faut faire attention. Tu parles d'automatisation, mais ça veut-tu dire qu'on va être plus rigide? Ah non, au contraire. C'est dans le fond, c'est souvent l'automatisation et la standardisation, c'est souvent associé à la rigidité, mais c'est tout l'inverse. Plus vos processus sont automatisés, standardisés,
plus vous allez avoir du temps à consacrer à votre créativité, hein, à faire de la veille, de la recherche et développement, à vous adapter encore plus et être à l'écoute de votre client. Il y a plein de processus lean et agiles là, qu'on pourrait donner comme exemple. J'en ai un qui me vient en tête, là, service en clientèle avec un chatbot où est-ce que il n'y a pas d'humain qui est impliqué dans le processus. Vous posez votre question, puis on vous redirige au bon endroit et où on vous donne la réponse. C'est vraiment intéressant. Oui. Cela, as-tu déjà vu? Oui, puis en fait, j'ai découvert ça. Fazil a vécu la même chose à Montréal, au CHUM, puis moi à Québec, au CHU de Québec. Et ça fait déjà quelques années. Ils ont installé des robots pour les médicaments. Je trouve ça fantastique. Il y a une salle complète qui vient enlever tout le petit travail menu qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée pour l'organisation. On sauve du temps, puis c'est bien fait. Puis moi, j'ai vu aussi réalité augmentée. Tu sais, des lunettes, quelqu'un en met une paire de lunettes avec un petit micro, puis un petit écouteur, puis il y a quelqu'un qui est assis dans un autre pays ou dans une autre ville et puis qui lui dit, ben écoute, prends la manette à gauche, tourne-la à 90 degrés. Et donc, cette personne-là est capable d'ajuster la machine, capable de faire la maintenance et ou de réparer en un temps record parce qu'il y a quelqu'un avec toi qui t'assiste et qui te fait sauver énormément de temps. On n'a pas à chercher dans les plans ou à chercher à droite, à gauche quelqu'un qui est disponible pour venir faire la réparation. On est capable d'y aller avec cette réalité augmentée qui vient vraiment nous aider. Et je pense que ça fait le point sur le 5e levier, puis l'ordre dans lequel vous l'avez mis est très important. Hein? Alléger, mature, automatiser. Des entreprises qui font l'inverse, ils automatisent puis ils pensent que ça va alléger. Donc, c'est important de faire le ménage avant d'automatiser. Oui, tout à fait. Oui. Ça fait le tour des 5 leviers. Donc, finalement, avec un bon processus agile, des leaders agiles, une structure qui permet de rester agile dans nos décisions, la mentalité qui est bien installée, puis qu'on apprenne de nos erreurs, puis qu'on se revire rapidement, on devrait avoir gagné beaucoup en agilité là, dans notre organisation. Exactement. On a un commentaire de notre collègue Nathalie Gosselin qui dit aussi, pour installer le climat, est-ce qu'on pourrait dire que parfois, il faut prendre plus son temps? On a souvent tendance à faire très vite. Prendre la patience, être patient pour que les apprentissages se vivent, que la confiance s'ancre et pour que l'intelligence collective se développe et émerge. Parfois, on va aller tellement vite tout de suite. Donc, ça fait partie de l'agilité de prendre le temps. Et en même temps, avant qu'on aille à l'autre question de sondage, on a une question intéressante qui est sortie sur le chat, puis on en parle souvent. Automatisation, souvent, vient avec une préoccupation des employés de perdre leur travail. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben oui, mais c'est justement là où est-ce que ça vient nous aider. Alors, quand on libère du temps pour un employé, ça le libère pour qu'il puisse faire encore plus d'amélioration en continu et ou pour aller faire des tâches qui sont vraiment à valeur ajoutée. Donc, si on fait des petites mini-tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée, qu'on remplace ça, on se libère pour aller vers les tâches à valeur ajoutée. Le but ici, c'est jamais de couper des employés, c'est de les libérer pour qu'ils fassent enfin ce qu'ils n'avaient jamais le temps de faire. Et c'est pour avoir participé à beaucoup de tables d'amélioration continue, c'est souvent une des premières choses qu'on dit au début. Ce n'est pas l'objectif, sinon l'amélioration continue et l'agilité perd toute sa crédibilité. Exactement. Donc, je vous lance tout de suite le dernier sondage et préparez-vous, mes chers collègues, à aller nous parler des bénéfices. Mais la question qu'on veut voir, dans le fond, on a vu les 5 leviers, mais lequel de ces leviers dans votre organisation mériterait un peu d'amour? Est-ce que c'est plus le volet organisation apprenante, mentalité, structure, leader ou processus? Donc, pendant que les gens répondent, je vous laisse nous parler des bénéfices de l'agilité organisationnelle. Oui, bien, les bénéfices de l'agilité organisationnelle, c'est réel, là, c'est super bon. Écoutez, avec des leaders plus motivés, qui prennent leur place, qui font des environnements plus motivants pour les travailleurs modernes, hein, parce que ça change, ça aussi. Ça motive l'engagement, l'imputabilité. En passant, plus d'imputabilité, c'est aussi bon pour l'entreprise, hein, c'est pas juste bon pour l'employé. On élimine des tâches redondantes, les processus s'accélèrent, la mise en marché s'accélère, on peut planifier différemment, on voit plus les risques venir. Tout ça, ça améliore l'expérience employée de beaucoup. L'intelligence collective,
C'est là qu'est toute la richesse. Donc, les employés se sentent écoutés, ils participent à la création, ils apprennent, ils grandissent là-dedans. Ça apporte plus d'innovation, c'est plus collé aux clients. C'est bon, ça. C'est tout du bonbon. Fait que dans le fond, on tombe en symbiose avec notre écosystème. Hein? L'écosystème qui a besoin de vélocité. Si on réduit les niveaux hiérarchiques, on va accélérer nos décisions, puis ça va nous aider à se réorganiser plus vite. Ghislain, il nous reste juste quelques minutes. Je vais te couper, Nathalie, pour être sûre, voir si Ghislain a un point à ajouter là-dessus. Il nous reste quelques minutes avant qu'on ferme. As-tu un point avant que je donne les résultats du sondage? Ben, j'ai parlé tantôt d'une statistique super intéressante. Je la partage tout de suite. Oui. On parle beaucoup de l'importance de l'engagement. Et mon ami Serge et collègue Serge, que vous avez entendu dans d'autres webinaires, me partageait une donnée qui vient de, là, je suis en train de la lire, ADP Research Institute, pour me souvenir exactement du vrai nom. Ce qu'on a découvert, qui est super intéressant, c'est que quand on évalue le taux d'engagement à 100% des gens, les gens pleinement engagés dans leur travail, là, pas les gens qui reçoivent, qui attendent d'avoir des tâches pour faire de quoi, là, mais des gens qui sont proactifs, qui avancent, on parle de 8% dans les organisations. Ça, c'est des organisations plutôt classiques. Maintenant, quand on prend ça puis on le déconstruit un peu, on le met plus en mode agile avec des équipes, une seule action, je crée ça et je mets ça dans des cellules équipes, qu'est-ce qui se passe? Ça a plus que double le nombre de gens qui sont engagés beaucoup plus dans ce qu'ils ont à faire. Puis, il y avait un petit dernier point là, que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'on est passé vraiment dans 3 modes super intéressants. Dernièrement, on avait des phases. 3 phases. On était dans un mode plus stable. Hein? On était dans les habitudes avant la COVID. La COVID nous a amenés dans un mode fragilisant, déstabilisant. Et je pense qu'il y a des organisations qui ont payé le prix, mais il y en a d'autres qui en profitent justement pour se réinventer. Alors, on parle d'agilité. Si vous n'êtes pas encore là, je pense que c'est une belle opportunité que vous avez de passer d'un mode fragilité à un mode agilité. Absolument. Et puis, il nous reste quelques minutes. Donc, je vais mettre fin au sondage. Et ce qui sort, c'est la mentalité. On tombe beaucoup dans les volets culturels. Hein? Je ne sais pas si en 30 secondes avant qu'on conclue, vous avez quelque chose à dire. Peut-être, Nathalie? Oui, bien écoutez, la mentalité, ça se travaille, ça, les gestionnaires, les organisations, tout ça. Il existe du coaching qui peut être fait pour aider les gens justement à changer la mentalité, puis à installer des bases qui vont les aider à se transformer dans tout ça. Ça prend de l'aide pour faire ça. La mentalité, ça se fait pas tout de suite, vite, rapide. Ça se fait avec du coaching et ça se fait bien. Exactement. Donc, on arrive à 11h39. On a répondu à toutes les questions directement. Donc, je vois que sur le chat aussi, Nathalie répond à Josiane. Donc, il y a vraiment aussi toute l'importance de la stratégie de gestion de changement puis d'adoption quand on vit dans une stratégie de culture d'agilité organisationnelle. Il ne faut pas penser que ça se fait du jour au lendemain. Donc, c'est important d'impliquer les gens puis de bien les accompagner là, pour être un levier également. Absolument. Parfait. On a répondu aux questions en cours de route. Est-ce que vous aviez peut-être juste un piège à ajouter pour que les gens évitent? Là, si vous aviez un piège à dire, faites attention, commencez pas par ça, comment est-ce que vous le verriez? Ouais, des choses à ne pas être agile, dans le fond. Ben, tu sais, on en a parlé un petit peu, là, tu sais, des gens, si la direction ne laisse pas libre cours à son équipe, ne donne pas les moyens à son équipe d'évoluer là-dedans, puis qu'elle change les priorités, ben, ça va être bien compliqué. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Et on va favoriser plutôt si on met les décisions proches des clients ou proches du marché, le plus proche possible pour réagir plus rapidement. Puis comme le disait dans le chat, tu le mentionnais tantôt, il faut avancer rapidement pour des petits gestes dans les équipes, mais ça ne veut pas dire que tout doit être rapide. Il faut prendre le temps d'apprendre pendant ce temps-là. Donc, on a l'apprentissage qui va se faire. Ça fait une belle conclusion. Vas-y, Nathalie, en 2 mots. En 2 mots, ben c'est ça. Attendez pas d'avoir la solution parfaite. Faites un petit pas. Un pas à la fois. Donc, merci Nathalie, merci Ghislain. Je suis certaine que votre message aura éclairé plusieurs personnes aujourd'hui.
Donc, pour tout l'auditoire, nos webinaires sont disponibles sur le site Restons connectés. Donc, celui-ci va l'être également bientôt et tous les anciens sont encore disponibles. Donc, on a vu aujourd'hui les 5 leviers pour mettre en valeur l'agilité organisationnelle dans votre entreprise. La semaine prochaine, on va aller creuser comment naviguer dans la complexité. Je pense que c'est assez, on s'en va dans un monde complexe et on est déjà plongé dedans. Mardi, vous retrouverez la douce voix de Véronique Morin, mais cette fois-ci en tant que conférencière, accompagnée de notre collègue Mélanie Drouin, pour approfondir comment faire corps avec le changement et non toujours être en confrontation, mais comment embrasser le changement parce qu'on en a vécu beaucoup dans des changements hors du commun dans les dernières semaines et c'est pas terminé, ça va continuer. Donc, comment prendre cette expérience-là pour nous inspirer pour les changements qu'on va vivre pour le futur? Donc, en espérant vous y voir nombreux, on vous y attend mardi à 11 h et merci d'avoir été des nôtres. Merci pour vos questions. Merci pour vos réactions. Vous avez été actifs. Ça a été très intéressant. Ça a été un plaisir de vous lire. On vous souhaite à tous une très belle journée.